des architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. La lumière joue sur les terrasses de Powerscourt, lui donnant un air de jardin italien. Nous sommes pourtant en Irlande, au sud de Dublin, dans le comté de Wicklow. J'ai l'impression d'entrer sur la scène d'un théâtre, observé par des visages de marbre. En retrait du grand jardin classique, des espaces plus intimes surprennent le promeneur. Ce jardin irlandais, aux inspirations multiples, incarne 4 siècles d'histoire. Initié par la famille de Wingfield au XVIIIe siècle, Powerscourt est l'œuvre de l'architecte paysagiste anglais Daniel Robertson. Aujourd'hui, ce domaine privé reste une fierté nationale pour son histoire, ses arbres remarquables, sa statuaire et son intégration au cœur des magnifiques panoramas irlandais. John Ducey est depuis toujours un amoureux de Powerscourt. Cette admiration est même à l'origine de sa vocation professionnelle. Il est historien des jardins. John, quels sont les éléments à Powerscourt qui permettent de relier le jardin au grand paysage et d'orchestrer cette magnifique vue sur les collines environnantes? Il y a cette remarquable série de terrasses qui conduit jusqu'au lac, qui réfléchit à son tour le paysage des montagnes environnantes. Les terrasses le relient ainsi de manière très intelligente au château. Mais ça n'est pas en ligne droite. Ça a l'air symétrique, mais ça n'est pas symétrique. C'est une solution extrêmement habile à un problème paysager de taille. L'espace à gauche est plus grand que l'espace à droite, où il y a la montagne. Et ce sont les arbres qui donnent l'équilibre. On a des arbres plus hauts à droite, plus petits à gauche. On a plus de rondeur là et moins ici. La masse de la montagne est compensée par celle des arbres. Voilà comment ça marche. L'aspect de la montagne, tondu par les moutons, trouve un écho dans les pelouses du jardin. Le vert est la couleur dominante, là-bas comme ici. Et on trouve aussi cette lumière grise, si caractéristique de l'Irlande. Elle est réfléchie par l'eau du lac. Tout cela présente un aspect cohérent et organise la vision d'ensemble. Et alors, est-ce que quand on qualifie le jardin de jardin italien, on est sur la bonne voie quand on regarde Powerscourt? Powerscourt est un jardin inspiré par les idées du jardin italien, utilisé de manière irlandaise. C'est comme regarder une carte postale d'Irlande à travers le prisme d'un jardin italien. L'un des traits les plus caractéristiques de ce jardin, ce sont les pentes des terrasses. Elles fonctionnent ici pour un certain nombre de raisons. La première étant évidemment la lumière, qui change en permanence ici. La technique qui a été utilisée pour créer ces pentes est remarquable.
Des petites briques de pelouse ont été découpées, empilées les unes sur les autres, pour construire des murs, en sculptant la pente au fur et à mesure. Ça a demandé plus de 10 ans à une centaine d'ouvriers pour parvenir à ça. Pendant plus de 3 siècles, Powerscourt est resté la propriété des Wingfield. En 1961, la famille anglaise Slazenger fait l'acquisition du domaine. La directrice, Sarah Slazenger, s'inscrit dans le droit fil de l'œuvre des vicomtes de Powerscourt. Sarah, qu'est-ce qui a motivé la création de ce jardin aussi édifiant, aussi remarquable? C'est la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, qui a accordé le domaine de Powerscourt à l'un de ses généraux. L'histoire raconte que lorsqu'il arriva à sa cour, après avoir remporté une grande bataille, la reine lui demanda « Sir Richard, quelle récompense désirez-vous pour votre bravoure ?» Et il était si galant qu'il lui répondit « Votre Majesté, l'écharpe autour de votre cou est la seule récompense que je souhaite. » La reine fut si charmée par ses propos qu'elle lui donna non seulement son écharpe, mais aussi le domaine de Powerscourt. Sir Richard Wingfield devient le premier vicomte de Powerscourt en 1740. Ses descendants développeront le domaine sur plusieurs générations. En 1740, lorsqu'il bâtit la maison initiale, il construit un jardin formel, dans le même style que le château. Au XIXe siècle, le 6e vicomte, qui était très intéressé par les jardins, avait visité les grands jardins classiques en Italie, en France et en Allemagne, cherchant l'inspiration pour son propre domaine de Powerscourt. Il voulait quelque chose de grandiose, quelque chose que d'autres grands propriétaires terriens pourraient admirer. Il collectionna de nombreuses statues et d'autres œuvres d'art rapportées de ses voyages en Europe. Mais il mourut brutalement. Et c'est son fils Mervyn, le 7e vicomte, qui va réaliser la vision que son père avait pour le jardin. Ce que cette famille anglo-irlandaise a réussi à fabriquer ici, c'est vraiment comme une sorte de poche pacifique dans un territoire qui était très hostile à cette époque. L'époque où ce jardin a été créé était une époque très difficile en Irlande. Il y avait une très grande pauvreté et nous avons souffert de la grande famine en 1840. Des millions de gens sont morts de faim et beaucoup ont choisi d'immigrer vers le Nouveau Monde. Le 7e vicomte était très préoccupé par le bien-être des gens qui vivaient autour de Powerscourt. Il est devenu très populaire car il a fourni de nombreux emplois lors de la construction de son jardin. Les gens d'ici avaient donc beaucoup d'affection pour cette famille, mais également pour le domaine de Powerscourt qu'ils avaient contribué à construire. Ils en étaient très fiers. Le jardin s'organise autour d'un axe monumental qui relie par un dénivelé en terrasse la demeure au bassin du Triton. Des parterres de fleurs se déploient au centre de vastes pelouses. Au nord-est du jardin italien, l'arboretum et le jardin japonais offrent des espaces de promenade plus intimes. Au sud-ouest, le bassin des Dauphins prolonge la grande bordure herbacée située dans l'ancien potager. En fond de vallée, une rivière relie la cascade à la promenade forestière le long d'une allée de séquoias et d'une forêt de conifères géants. Au XIXe siècle, le 7e vicomte de Powerscourt rêve d'avoir une forêt au sein du domaine.
Il crée alors un arboretum dans lequel il expose des spécimens remarquables. Aubrey Fennell est chargé de répertorier les espèces arborées d'Irlande. Aubrey, nous sommes dans le grand arboretum de Powerscourt. Quand est-ce que cette collection a été créée? Cet arboretum a été créé dans les années 1860 comme extension des jardins formels. C'est un jardin d'agrément, un endroit où l'on peut se promener tout en admirant les arbres. Les arbres qui sont là proviennent d'une région découverte depuis peu à l'époque, la côte pacifique des États-Unis. Ils ont été plantés de manière informelle, de façon à ce qu'on les admire à distance. Ils ne sont pas trop regroupés, ils ont été mélangés avec des espèces à feuilles larges qui ont des formes incroyables. Il ne s'agissait pas pour autant de créer une collection botanique, mais d'offrir une promenade esthétique. Aubrey, ce Douglas, qui est un arbre extrêmement commun dans les forêts européennes, était-il considéré au XIXe siècle comme un trésor? Oui, c'était le cas. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, lorsque ces arbres ont été découverts, des graines ont été rapportées en 1828 par David Douglas, un fantastique collectionneur écossais de plantes. Ce sont des arbres magnifiques, dont on ignorait l'existence, et ils sont très heureux dans ce climat humide. C'était aussi sans doute le plus grand arbre jamais découvert. Très rapidement, il prit beaucoup de valeur grâce à son bois, et tous les plus grands et plus anciens arbres furent détruits. Comme vous pouvez le voir, cet arbre est vraiment impressionnant. C'est le plus grand arbre d'Irlande. Il a environ 150 ans et mesure 61 mètres. Il touche quasiment le ciel, comme aucun autre en Irlande. Nous avions d'autres grands conifères en Irlande, mais pas comme celui-là. Le 7e vicomte de Powerscourt n'a pas pu apprécier de son vivant l'évolution de l'arboretum, qui a pourtant considérablement modifié le paysage du domaine. Ses descendants ont continué à imaginer d'autres espaces exotiques. Un jardin japonais a ainsi été élaboré, style très en vogue en Europe au début du XXe siècle. Il abrite une curiosité, une petite grotte à ciel ouvert. John, nous sommes dans la grotte de Powerscourt. Pour quels usages tous ces jardins, toutes ces atmosphères étaient-ils conçus au départ? Nous sommes ici dans la partie la plus ancienne du jardin. Cette grotte est contemporaine du grand jardin baroque créé au XVIIIe siècle, qui accueillait de grandes réceptions. On est alors à la grande époque des chaperons. Les couples ne pouvaient pas rester seuls. Ils étaient constamment accompagnés, et tout ce qu'ils se disaient pouvait être entendu. Il y avait alors plus d'une centaine de serviteurs au château, qui pouvaient épier le jardin depuis chacune des fenêtres.
Nous sommes donc ici dans un endroit où l'on pouvait être hors de vue et avoir une conversation privée. Cette grotte était particulièrement utilisée par les dames. Elles portaient des corsets qui les empêchaient de respirer. Leur maquillage était fait de cire et fondait au soleil. Elles ne pouvaient donc pas s'exposer longtemps et rechercher des endroits ombragés comme celui-ci où il fait toujours frais. Elles pouvaient y trouver refuge, s'asseoir et boire des boissons qu'elles mettaient à rafraîchir dans l'eau qui ruisselle. Puis, à partir de 1908, les propriétaires ont créé le jardin japonais, qui se trouve juste à côté de nous. Le but de ce jardin est alors le divertissement de la famille, de leurs amis et invités. Nous sommes au début du XXe siècle. C'est maintenant l'époque du jazz, des cocktails. Mais ce premier petit jardin a été conservé. Et c'est toujours un endroit intime où l'on peut se retrouver et discuter en privé. Au XIXe siècle, tout jardin anglais se doit d'intégrer des mixed borders, des bordures mélangées. Powers Court n'échappe pas à la règle. Celle dessinée dans l'ancien potager compose au printemps et en été une merveilleuse palette de couleurs de fleurs vivaces. Rosemary est apprentie jardinière. Elle assemble une structure avec de jeunes tiges de cornouiller pour maintenir et rassembler les vivaces indisciplinées. C'est un bon support pour résister au vent, aux orages et à tout ce qui peut arriver en fonction de la météo. Et donc là, effectivement, on va avoir les sédums qui vont pouvoir pousser, je pense, encore une vingtaine de centimètres. Ils seront maintenus sur le haut par la partie arrondie du dôme et puis aussi sur les côtés. Ça marche super bien. Rosemary, quelles étaient les plantes qu'on pouvait rencontrer au 19e et qui sont encore dans les massifs fleuris aujourd'hui? Les plantes les plus traditionnelles sont les géraniums que nous avons là, le fenouil brun et les delphiniums. Elles poussent ici depuis toujours. Et puis on a ces énormes échiums là, qui poussent. En effet. Les échiums poussent particulièrement bien aux îles Canaries et ici aussi. Les abeilles les adorent. Ils poussent très haut, cela attire l'œil. Ils poussent très bien dans les régions de la Méditerranée, sur des sols rocailleux, des falaises. Ils ont tendance à pousser le long du sol, puis leurs tiges se dressent en hauteur. C'est donc une plante assez originale qui fait beaucoup parler d'elle. Quand on est là, dans ce jardin clos, avec des murs d'époque, on sent que l'histoire a été préservée. Lorsque les visiteurs partent le soir ou avant qu'ils n'arrivent le matin, il y a un sentiment de paix, de quiétude et de silence. Il y a un parfum d'histoire qu'on sent partout, en se promenant ou en travaillant. Je suis très fière d'en faire partie. Dans la vallée, une majestueuse allée de séquoias s'ouvre sur la forêt et prolonge le jardin jusqu'aux confins du domaine. Alex Lazenger est le chef jardinier de Powers Court. Il poursuit l'œuvre des premiers vicomtes dont les idées audacieuses ont façonné le paysage. C'est une magnifique allée. C'est une partie qui reste pour moi légèrement inachevée. Et ça me permet de pouvoir terminer le travail commencé il y a 100 ans. Je peux mettre en pratique un certain type d'aménagement où l'on sélectionne certains arbres et on s'assure qu'ils donnent leur maximum. Cela signifie aussi enlever d'autres arbres à côté, faire de l'élagage ou encore en abattre certains qui peuvent être dangereux et endommager un autre arbre. C'est une façon de travailler en pensant au futur. Alors Alex, ça c'est extraordinaire que vous raisonniez à très long terme. Et là, on le voit bien avec cette grande allée de séquoias. Ils n'ont que 150 ans.
Ils ne font que 50 mètres de haut, ce sont des adolescents. Il va falloir imaginer à quel point ce décor va changer dans les 2, 3, 4 prochains siècles. Oui, nous sommes constamment en train de penser au futur. Je passe beaucoup de temps à travailler sur la préparation, à penser à l'endroit où je vais planter tel arbre. Pour moi, on ne suit pas des chemins dans le jardin, on suit des plantes. Par moment, vous pouvez voir un arbre qui semble intéressant plus loin, et cet arbre devient votre objectif à atteindre. Et pendant ce temps, vous traversez toutes ces plantes et toutes les émotions qui vont avec dans cette zone. Par exemple, ici, autour de nous, il y a une magnifique allée de séquoias, des sapins, des pins Douglas, des araucarias, qui traversent la propriété jusqu'à la cascade. C'est une partie encore complètement différente, qui donne de nouvelles émotions aux visiteurs. Alex a commencé à déboiser la forêt qui jouxte les séquoias pour mettre en scène la singularité de chaque arbre. Comment vous imaginez l'aménagement de cette forêt et de cette promenade le long de la rivière? Je l'imagine comme une forêt jardinée. Un endroit où les gens pourraient se promener, voir les arbres et admirer à quel point ils sont spectaculaires. Il y a un mélange d'arbres ici, mais il y a une partie où seuls poussent les araucarias. C'est l'une des plus anciennes plantations du pays. Je vois cette forêt d'araucaria comme une sorte de jardin préhistorique. On dirait que ces arbres ont grandi au temps des dinosaures. Ils sont vraiment très intéressants. J'aimerais que cette partie du jardin soit amusante. Ce sont des arbres que les gens voient très rarement. Malheureusement, nous avons de nombreuses espèces invasives. Elles ont été apportées à l'époque victorienne, en pensant que ce serait la base d'une richesse botanique, comme par exemple le rhododendron ponticum. Mais ils n'ont pas réalisé qu'un jour ces plantes deviendraient incontrôlables et créeraient un problème. L'idée, c'est de débarrasser tout ça dans cette zone pour qu'on puisse voir les arbres. Comme vous le savez, ils ont un tronc très droit, avec une tête en forme de boule. Il faut donc qu'au niveau du sol, tout soit dégagé pour pouvoir apprécier l'ampleur et la taille de l'arbre. En jouant avec le paysage pour concevoir de nouveaux espaces, Alex continue d'imaginer les jardins de Powerscourt, comme ses prédécesseurs l'ont fait au XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, seuls 5 jardiniers entretiennent cet immense domaine. Alex, on ne peut plus jardiner Powerscourt comme on le faisait au XIXe siècle. Les moyens financiers ont changé, le nombre de jardiniers a changé. Par ailleurs, il y a de nouveaux enjeux, des enjeux climatiques, des enjeux économiques, des enjeux écologiques. Toi, en tant que jeune chef jardinier, en tant que successeur de la famille, comment te positionnes-tu? Il y a une nouvelle génération de jardiniers qui arrive, en particulier en Irlande et en Angleterre. Cela permet d'apporter de nouvelles idées et de nouvelles approches concernant les techniques du jardinage. Et je ne pense pas que les jardiniers devraient avoir peur de prendre des risques, de faire des expériences avec les plantes. Lorsque ce jardin a été créé, j'imagine que tout n'a pas été réussi du premier coup, que c'était impeccable immédiatement.
Ils ont forcément fait des erreurs. Ils ont dû apprendre de leurs erreurs. Ils ont probablement dû refaire les choses 2, 3 ou 4 fois. On ne peut pas se rendre compte de cela comme jardinier, car on voit seulement le résultat final. Mais les vicomtes de Powerscourt ont pris des risques avec toutes sortes de plantes. Et c'est quelque chose que je souhaite continuer ici, que j'aimerais développer pour en faire vraiment un jardin du XXIe siècle, avec des idées qui attireraient la jeune génération et leur permettraient de s'impliquer davantage. J'aimerais qu'ils apprécient ce genre de jardin très vaste et qu'ils en voient le potentiel. En Irlande du Nord, le jardin de Mount Stewart naît au début du XXe siècle. Lady Edith Londonderry, une aristocrate anglaise, veut faire de Mount Stewart un havre de paix, loin de Londres et de son agitation. Elle crée un jardin unique, sans l'aide de paysagistes, où sa fantaisie et son exubérance s'expriment en toute liberté. Elle imagine des jardins italiens, des jardins arabo-andalous, tout en restant iconoclaste et en s'affranchissant des modèles de l'époque. Frances Bailey est la conservatrice de Mount Stewart. Pour elle, le jardin et le manoir de Lady Edith sont le reflet de sa personnalité non conventionnelle. Frances, ici, on voit très bien comment Lady Londonderry utilise les plantes grimpantes, les magnolias, les rosiers, les jasmins, pour fabriquer une forme de réconciliation entre une architecture néoclassique, un peu ronflante, des colonnes doriques, des frontons, des portiques, et le reste du jardin. Oui, cette connexion entre la maison et le jardin est centrale à Mount Stewart. Lorsqu'ils sont arrivés la première fois, la maison était dans un style très victorien, assez terne. La pierre était noire avec du lierre dessus. Cela ne donnait pas un aspect très exaltant à la maison. Mais le fait que maintenant elle soit recouverte de ces plantes fantastiques et la façon dont elles ont poussé avec une telle abondance, c'est comme si Circé la sorcière les avait enchantées avec ses pouvoirs magiques. Dans l'Odyssée, Circé ensorcelle Ulysse et ses compagnons pour les retenir sur son île. Lady Edith s'amuse à se comparer à la magicienne et son jardin à une île enchantée, un endroit merveilleux capable de faire oublier à ses invités la réalité de l'entre-deux-guerres. Elle avait vraiment conscience, tout comme son mari, de ses responsabilités sociales. C'étaient des aristocrates qui venaient de grandes dynasties. Ils savaient qu'ils avaient un rôle à jouer dans la politique du pays. Ils prenaient ces rôles très au sérieux. Elle a mis en place la Légion des femmes. C'était un formidable auxiliaire de guerre féminin qui avait un rôle très important. Ces femmes conduisaient des ambulances, dirigeaient des centres de distribution de nourriture. Tout ce stress dû aux pressions politiques de Londres pouvait être oublié ici lorsqu'elle venait à Mount Stewart. Alors, Frances, ici, même si on a tous les attraits d'un salon mondain, on est plutôt dans un laboratoire, véritablement dans un atelier d'artiste. Oui, on peut dire ça. C'est le lieu où elle travaillait sur les plans de son jardin. Elle dessinait ses plans ici, coloriait ses schémas. Elle s'intéressait beaucoup aux couleurs. C'était une part essentielle du jardin pour elle. Si elle avait pu peindre les odeurs, elle l'aurait fait. Les odeurs étaient très importantes pour elle. Elle s'impliquait concrètement dans le processus du début à la fin. C'est un jardin où elle pouvait complètement donner libre cours à son imagination et à sa créativité. Et même si on a ces terrasses italiennes et ces structures classiques que l'on reconnaît bien,
On trouve aussi des créatures fantastiques. C'est vraiment un style extrêmement imaginatif. Le jardin italien est un exemple de la créativité de Lady Edith. Elle y détourne la forme classique de parterre de fleurs, ordonnée dans des haies de berbéris, de bruyères et de buis. Jardinière à Mount Stewart, Lisa Rees Robertson entretient cet espace central du domaine, selon l'esprit de Lady Edith. Alors Lisa, les essences, les arbustes, les vivaces qui permettent de cerner les parterres ici ne sont pas les essences qu'on a l'habitude de rencontrer dans un jardin à l'italienne. Non, et c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait beaucoup de hauteur dans son jardin. Les jardins à l'italienne sont beaucoup plus plats, vous n'avez que des parterres. C'est plus haut ici. Cela pourrait être un labyrinthe. Lorsque vous êtes au milieu des haies, vous ne voyez pas les personnes qui sont à l'intérieur. Et c'est ce qu'elle voulait, de la hauteur. Elle voulait des plantes flamboyantes, des massifs importants. Et vous vous amusez même à jouer avec des plantes qui d'habitude ne sont pas des plantes qu'on utilise en hauteur, comme les géraniums, les pélargoniums. Ici, on a essayé de les travailler dans la hauteur. C'est quelque chose que nous aimons beaucoup faire, on aime s'amuser. Nous travaillons comme Edith le faisait. Elle jouait avec les plantes, par la taille, la forme. J'essaie de donner davantage d'intérêt au parterre en utilisant différentes textures et différentes formes. Et les odeurs. Et les odeurs, bien sûr. Quand je jardine ici, je suis ce livre, c'est ma ligne directrice. Ce sont les couleurs originales des schémas dessinés par Edith elle-même. Elle concevait donc le jardin elle-même. Alors quelle était l'idée de se dégrader? C'est-à-dire qu'on part là du rouge vif, au cœur du jardin, vers un violet très clair, presque pastel. Je pense que comme nous sommes à l'ouest, les couleurs devaient représenter le coucher du soleil. Ce sont les couleurs du soleil qui se couchent. Cela va de ce rouge vibrant à l'obscurité. Mais aussi l'information, là, c'est juste violet. C'est pas ail ornemental. Oui, elle donnait des suggestions de fleurs qu'elle avait plantées. Mais d'une manière générale, nous nous appuyons beaucoup sur ce livre. Finalement, ça doit être un honneur d'avoir une telle marge de créativité ici à Mount Stewart. C'est une inspiration pour moi. C'est un lien qui montre qu'Edith était une novice, elle aussi, et je me sens assez proche d'elle. Il faut accepter de faire des erreurs. Et je pense que c'était l'idée de ce jardin pour Edith. Pour elle, c'était un terrain d'expérimentation. Les plantes pouvaient rendre plus ou moins bien. Si ce n'était pas le cas, elle les enlevait et en mettait de nouvelles. Le manoir de Mount Stewart domine la baie de Strangford. Le perron ouvre sur un axe qui traverse le jardin italien, puis le jardin andalou. À l'ouest se situe le Shamrock Garden ainsi que le Sunk Garden, entouré d'une pergola. Au-delà se trouve le sous-bois jardiné. Au nord, le domaine s'ouvre sur un vaste lac. Le nord-est du domaine abrite le jardin de fougères. Un chemin mène à la sépulture des Londonderry.
Lady Edith reçoit à Mount Stewart les grands personnages de son époque. Son cousin par alliance, Winston Churchill, ou son ami Lord Ramsay MacDonald, Premier ministre du Royaume-Uni, sont des habitués. Lady Edith invente même un club, le club de l'Arche de Noé. La maîtresse de maison, devenue Circé la magicienne, transforme et rebaptise symboliquement ses invités en animaux. Hélène Elder est guide bénévole à Mount Stewart. Elle s'amuse à déchiffrer les références de ce jardin plein d'humour. Hélène, dans un jardin à l'italienne, on s'attend à rencontrer plutôt des Vénus, des muses. Et ici, la statuaire, ce sera plutôt des dodos, des dinosaures, des cochons, des lièvres et des orang-outans. Oui, je crois que c'est ça qui rend le jardin italien de Lady Edith si différent des autres. On retrouve toutes sortes de statues d'animaux, comme par exemple le dodo, qui est une référence au père d'Edith, ou Charlie le chat, le mari d'Edith, qui était quelque peu coquin. Lorsque vous faisiez partie du Ark Club, le club de l'Arche, on vous donnait un nom qui reflétait votre personnalité, ou qui était une allitération de votre nom, comme Alistair l'alligator, le neveu de Lady Edith, ou Ruby le lapin, un ami de la famille. Tout le monde était représenté ici. Ce club de l'Arche a été créé par Edith comme un lieu de divertissement, loin de la guerre pour tous les proches de la famille. Ils se retrouvaient ici pour déjeuner, dîner ou participer à des bals. Ils se détendaient l'après-midi pour oublier quelques instants leurs soucis de la guerre. Ils avaient des conversations agréables dans les jardins, jouaient au bridge et dansaient le soir. Est-ce que la magie que Lady Londonderry a souhaité fabriquer, la magie qu'elle a mise en place dans ce jardin, est encore palpable selon vous aujourd'hui ? Oui, il y a véritablement une magie à l'œuvre dans ce jardin, qui est tout le temps si différent. Vous venez un jour, quelque chose est en fleurs. Le jour suivant, une autre partie du jardin fleurit, un arbre bourgeonne. Il y a donc toujours cette sensation un peu mystique, presque magique. Le charme de Lady Edith imprègne les différents jardins de Mount Stewart. Le promeneur est constamment surpris dans sa déambulation par des associations de plantes inhabituelles. En retrait du jardin italien, une collection de lys d'Himalaya est plantée dans le sous-bois jardiné, sous les frondaisons des grands arbres. On a le sentiment d'entrer dans un monde imaginaire, tout droit sorti d'un conte pour enfants. Pépiniériste de Mount Stewart, Alan entretient la collection de lys. Alan, Lady Londonderry avait beaucoup d'affection pour ce lieu, le Lilywood Garden. Quelle est sa spécificité? Comment on fabrique cette atmosphère? Un sous-bois jardiné est une collection de plantes qui poussent à l'ombre des arbres. C'est un endroit qui semble naturel, mais où l'homme intervient. En le regardant, on doit avoir l'impression que personne n'a travaillé là, que c'est arrivé tout seul. Selon moi, la clé, c'est d'avoir une grande diversité de plantes. Il est important d'avoir de la place et d'utiliser de très nombreuses plantes. Ce n'est pas chose facile, car la plupart des plantes qui sont ici sont très difficiles à trouver. C'est pourquoi nous faisons appel à des chasseurs de plantes ou des agences qui collectionnent les graines pour former cette collection de plantes très diverses. Et ce qui est étonnant aussi, c'est d'avoir associé le lys et la situation de sous-bois.
Nous faisons tout pour garder les idées initiales de cette femme extraordinaire qu'était Lady Edith. Elle voulait un sous-bois parsemé de fleurs de lys. Certains disent que c'est une idée étrange, mais nous voulons préserver ce qu'elle faisait, en continuant à croire que c'était une excellente idée. Cela marche particulièrement bien lorsqu'il y a un important panel de couleurs comme ici, où l'on peut apercevoir au loin des taches de lumière. On distingue soudain au milieu de cet environnement vert des teintes couleur crème, orange ou rose, toutes ces couleurs magnifiques. L'imagination de Lady Edith la pousse à se lancer dans la plantation d'espèces rares. Ces expérimentations sont rendues possibles grâce à la situation unique du domaine, protégé des vents violents de la baie par une immense barrière d'arbres. Neil Porteus est chef jardinier depuis 5 ans. Comme Lady Edith, il a appris à jouer avec le climat du domaine. Neil, à quoi ressemblait le domaine de Mount Stewart lorsque Lady Londonderry arrive en 1921 ? Elle est venue ici alors qu'elle était en convalescence de l'appendicite. Elle a d'abord trouvé ce lieu affreusement sombre, froid et lugubre. C'est parce qu'il y avait de grands chênes, au feuillage très sombre. Elle les a donc fait couper. Et la lumière est rentrée. Et 2 semaines plus tard, elle écrivait à son mari Charles, qui était en France, « Pourquoi ne resterions-nous pas vivre ici ?» Mount Stewart l'avait ensorcelée. Et les conditions climatiques étaient réunies pour qu'elle puisse faire pousser toutes ces plantes exotiques. Oui, elle découvre rapidement ce microclimat favorable, où il ne gèle jamais. C'est presque comme vivre sur une île. On a le niveau d'ensoleillement le plus élevé d'Irlande, ce qui n'est pas énorme, et assez de pluie pour que tout pousse. On est juste à côté du loch de Strangford, qui amène un air salin dans cette partie du jardin, jusqu'au lac où nous sommes maintenant. Mais cela n'atteint pas le jardin du Tirnanog, où l'on peut faire pousser des plantes sud-africaines, australo-asiatiques ou sud-américaines. Les jardiniers ont dû dire à Edith qu'il était possible de faire pousser des eucalyptus, des plantes étranges de l'hémisphère sud. Elle s'en est donc donnée à cœur joie. C'est un Metrosideros lucida, l'arbre de Noël en Nouvelle-Zélande. On peut voir ces racines qui poussent à même l'écorce. C'est magnifique. Ce sont des racines qui viennent longer les branches et qui s'accumulent pour fabriquer cette éponge, en fait. Le plus beau, ce sont ses fleurs. Il est recouvert de ces magnifiques fleurs rouges. À cette époque de l'année, les abeilles sont tout autour pour essayer de trouver le nectar. C'est absolument superbe. À l'est du lac, Neil et Alan ont créé un jardin de fougères. Fidèle à l'esprit de Lady Edith, ce nouvel espace propose aux promeneurs de découvrir un endroit presque sauvage. Donc ici, vous procédez à des expérimentations dans ce jardin de fougères, qui est un nouveau jardin. Finalement, vous êtes dans la droite lignée
de ce qu'appréciait Lady Londonderry, de ce qui l'a motivée dans la constitution de ce jardin. Oui, nous sommes convaincus qu'il y a un lien avec l'œuvre de Lady Edith. Elle aurait aimé ce jardin. Dans cette partie du jardin, de nombreuses plantes viennent de très loin sur l'échelle de l'évolution. Elles sont plus primitives, elles ont des formes plus simples que les plantes plus évoluées. Si vous regardez dans ces sous-bois, vous avez des plantes comme l'Agathis australis, qui est un conifère très primitif. Lorsque vous entrez dans ce jardin, vous visitez une ère ancestrale qui fait partie de l'histoire de Mount Stewart.